Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié le chapitre précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 7e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 7, Meurtre au Brise-Glas. La découverte des cadavres rue du Brise-Glas avait fait grand bruit dans le petit village. Cassandra Darmin, la directrice de la Gazette de Marmottin, s'en donnait à cœur joie. Les gros titres du petit torchon local se voulaient provoquants. Retour de l'insécurité à Marmottin. Décembre noir au village. Elle avait même osé. Les époux Bloiron seront-ils les premiers d'une nouvelle série de meurtres ? Comme à chaque fois que des drames déchiraient le petit village de montagne, elle était invitée à l'antenne de Marmottin FM. Et les audiences battaient tous les records. Cassandra Darmin, vos derniers articles sont explosifs. Vous avez tort, Jean-Jacques. C'est la situation qui est explosive. Entre la disparition du petit Léo et maintenant 2 cadavres retrouvés dans un appartement de notre beau village, on se demande où va le monde. Et surtout, que fait la police ? Aucune déclaration du commissaire Tassier pour l'instant. Dans votre article de ce matin, vous dites même que d'après vos sources, le corps des époux Bloiron, écoutez bien, chers auditeurs, les corps des époux Bloiron traîneraient dans l'appartement depuis plusieurs jours et que c'est l'odeur qui a alerté les voisins qui ont ensuite prévenu la police. C'est le cas, Jean-Jacques. Des gens meurent dans notre village et personne ne s'en rend compte. J'invite les Marmottanais à la plus grande prudence. Restez informés, écoutez Marmottin FM et surtout lisez la Gazette. La police et la DPA nous mentent une fois de plus. Quelle emmerdeuse celle-là, lança l'inspecteur Bloom en coupant la radio du lieutenant Fonck qui l'amenait sur les lieux du crime. Moi, j'aime bien Marmottin FM. Comment vous pouvez dire ça, Fonck, après toutes les crasses qu'ils nous ont fait ? Pour le gros de ce qu'ils disent, c'est sûr qu'il vaut mieux croire l'inverse pour avoir la vérité tellement ils mentent. Mais pour les petites infos locales, ils sont hyper précis. Si vous le dites. Au fait, inspecteur, je sais pas si le moment est bien choisi, mais je voulais vous dire que j'ai été nommé par le comité des fêtes comme organisateur de la Grande Tartiflette. La Grande Tartiflette ? C'est quoi encore ce truc ? Bah, tout est dans le nom. Monsieur le maire a décidé que cette année, on organisera une tartiflette géante sur la place de la mairie. Toute la ville est invitée. Par les temps qui courent ? Mais c'est de la folie, Fonck. La mort est de retour en ville et je ne parle même pas du retour du Yondra ou de la disparition de... L'inspecteur Bloom n'arriva pas à finir sa phrase. Il avait du mal à verbaliser ce qui était pourtant une réalité. Son fils avait été enlevé. « Ça va, inspecteur ?» demanda le lieutenant en voyant que son collègue avait tourné sa tête vers la vitre du véhicule, masquant son visage à son ami. Bien que cela fût subtil, Fonck remarqua des larmes qui perlaient sur le visage de l'inspecteur. « Oui, ça va. Je suis un peu fatigué, c'est tout. » Comme la voiture arrivait au niveau de la scène de crime, Nathan sécha ses larmes et le lieutenant Fonck lui tendit un mouchoir. Devant le bâtiment se trouvaient quelques vieux Marmottanais qui n'avaient rien de mieux à faire que d'être là. La simple présence de la police sur place était en soi un événement marquant dans leur journée. Dans la foule, on pouvait également voir Cassandra Darmin. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là ? Elle était à la radio il y a 2 minutes. » déclara Fonck en levant le cordon de sécurité pour permettre à l'inspecteur de passer. « L'émission de ce matin a sans doute été enregistrée. » répondit l'inspecteur Bloom, avant d'être aveuglé par le flash de l'appareil photo de la journaliste. Les 2 policiers s'engouffrèrent dans l'immeuble, montèrent de 2 étages et rejoignirent leurs collègues au niveau de l'appartement des Bloiron. La scène était terrible à voir. Au beau milieu du salon se trouvaient 2 corps. 2 corps près desquels on avait retrouvé 2 couteaux. « Ils ont tenté de se défendre face à un agresseur ?» demanda Fonck. « Pas vraiment », déclara le médecin légiste en serrant la main des 2 policiers. « Que s'est-il passé selon vous, Doc ?» poursuivit l'inspecteur Bloom. Il faudrait faire des examens plus approfondis, mais de prime abord, j'ai l'impression que chacun des 2 époux a poignardé l'autre. Comme un genre de suicide collectif ?
Plus ou moins. Peut-être une dispute qui a dégénéré, mais il n'y a aucune trace de lutte. Tout est bien rangé dans l'appartement, juste 2 corps au milieu du salon. C'est étrange, je n'ai jamais vu ça. Le commissaire Tassier, qui était déjà sur place depuis un petit moment, s'approcha de l'inspecteur Bloom. On a peut-être affaire à un simple drame familial. Il est possible que cette tragédie ne soit pas liée à notre enquête principale. Je n'en serais pas si certain si j'étais vous, répondit Andrew en sortant des toilettes. Bennett, qu'est-ce que vous fichez ici? C'est une scène de crime, nom de Dieu. J'étais au courant, mais ce couple était sur notre liste de surveillance à Alias et moi. Votre liste de surveillance? C'est quoi encore cette histoire? Sankey Bloom. Des personnes à surveiller en priorité. Pour quel motif? Regardez attentivement l'intérieur de cet appartement. Vous ne trouvez pas que quelque chose cloche? Tassier et Bloom se regardèrent avant de se mettre à déambuler dans le logement des victimes. Je ne vois rien de particulier à part le fait que tout semble intact, lança le commissaire. Il manque pourtant quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des foyers, répondit Andrew avec un sourire en coin. En entendant ces mots, l'inspecteur se figea. Des photos, s'exclama-t-il. Quoi, des photos? Demanda Tassier. Il n'y a aucune photo de famille dans cet appartement. Elles ont été enlevées, déclara Andrew, tout comme les jouets. Comment ça, les jouets? S'enquit l'inspecteur. Les responsables de cette tragédie ont certes tout bien nettoyé derrière eux et effacé leurs traces. Il n'en reste pas moins qu'ils ont oublié un détail. Lequel? Demanda Tassier. Inspecteur Bloom, regardez ce qui est posé sur la commode juste derrière vous. L'appareil photo? Bennett et Tassier s'approchèrent de l'inspecteur. Ce dernier alluma l'appareil et se mit à parcourir la galerie. Après avoir fait défiler plusieurs clichés de paysages enneigés, les 3 enquêteurs purent observer des photos de famille. Des photos de famille sur lesquelles se trouvait un enfant. Face à toute cette pression, l'inspecteur sentit le besoin de sortir de l'appartement. Il se précipita dans le couloir en compagnie d'Andrew. « Ça va, Nathan ?» Non, ça ne va pas. On n'a pas affaire à un seul enlèvement d'enfants, mais potentiellement à plusieurs. Ces enfoirés n'ont pas pris que Léo. L'autre soir font qu'à mentionner l'absence de plusieurs gamins du collège. Il faut vraiment qu'on enquête là-dessus, Andrew. Vous avez entendu, Fonk? Demanda Tassier en arrivant. Le lieutenant se contenta d'afficher un air grave et de quitter les lieux. L'inspecteur lui emboîta le pas et les 2 policiers partirent toutes sirènes hurlantes en direction du collège. « Commissaire, reprit Andrew. Qu'est-ce qu'il y a, Bennett? Vous devriez envoyer des hommes dans tous les établissements qui accueillent en temps normal des enfants. Il faut enquêter sur tous les cas d'absence. Personne n'a lancé d'alerte pour la petite fille qui vivait ici pour la simple et bonne raison que ceux qui l'ont enlevée ont également tué ses parents. » Vous ne pensez quand même pas que... Si, commissaire. Je pense que les ravisseurs massacrent les familles pour que personne ne donne l'alerte. On a potentiellement affaire à quelque chose de beaucoup plus massif qu'on ne le croyait. Face à tous ces véhicules de police qui parcouraient la ville à toute allure, les rumeurs allaient bon train à Marmottin. Au Vieux-Fournil, les habitués de l'établissement faisaient part de leurs déductions entre 2 verres d'alcool. « Moi, je pense qu'il cherche un terroriste ou quelque chose comme ça. » lança un vieux. J'ai un cousin qui bosse à la police. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi la DPA va imposer un nouveau confinement. Si c'est ça, moi je me casse de la ville avant. Lança un ivrogne avant de boire son verre cul sec. Alors qu'au bar, on s'en donnait à cœur joie, juste derrière, sur une petite table, Cassandra Darmin était installée devant son ordinateur portable et rédigeait un nouvel article en écoutant les ragots alcoolisés de ceux qui ne tenaient debout que parce qu'ils s'appuyaient contre le bar. « T'es sûr de vouloir publier ce genre de choses, Cassandra ?» demanda William, son jeune assistant. « Les Marmottanais ont le droit de savoir », répondit sèchement la journaliste sans relever les yeux de son écran. « Je suis bien d'accord, mais ces choses qu'on publie, ce sont des ragots, des rumeurs, des opinions, pas des faits. » « Il va falloir que tu t'y habitues, Will. C'est ça, l'info maintenant. » Le jeune journaliste soupira. Soudain, on put entendre dans la rue des dizaines de sirènes de police. Les clients du bar se levèrent à toute vitesse pour observer à travers la vitrine le cortège de véhicules qui fonçaient à toute allure malgré la neige qui tombait à gros flocons. « Je me demande ce qui se passe, » lança un des clients. « Il y a même des véhicules de la DPA avec eux. Je vous le dis les gars, ça pue cette histoire. » Comme l'affaire en cours était liée de manière certaine à Nicolas Boglov et aux intrus ayant pénétré l'Enquateur, le centre des opérations fut déplacé au niveau de la base militaire de la DPA. Andrew et Alias se trouvaient dans une grande salle obscure recouverte de dizaines d'écrans qui affichaient en temps réel les images filmées par les centaines de caméras installées dans la ville. Vous avez trouvé quelque chose, Philippe ?
demanda Alias à la radio. Après avoir fait le tour des différents établissements de la ville, on dénombre au moins 10 disparitions inquiétantes. J'ai envoyé des gars au domicile des personnes concernées. Espérons qu'il n'y aura pas d'autres victimes. J'espère aussi. Je te fais parvenir 2 adresses à aller visiter et pour lesquelles on n'a pas assez d'hommes. Tu peux envoyer des agents sur place ? Entendu, on se tient au courant. Après une petite heure d'allée et venue de la police et de la DPA dans tout Marmottin, le constat fut sans appel. Quand on frappait aux portes, personne ne les ouvrait. Quand on pénétrait les lieux, on trouvait soit des cadavres, soit absolument rien. Dans chacun des cas, un enfant était porté disparu. L'inspecteur Bloom était au bord de l'explosion. Bon sang, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent tous ces gamins? Peut-être que c'est par pur sadisme, déclara Alias. Je ne pense pas, répondit Andrew. Je crois que ceux qui font cela ont une raison particulière de le faire. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.